Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue au Collège de France pour ce colloque sur la dernière déglaciation et la bascule climatique bipolaire. Donc, je vous ai remis en fait sur cette planche introductive le programme de la journée que je détaillerai au fur et à mesure en fait des interventions. Dans mon introduction, en fait, je vais essayer de vous brosser en fait une perspective un peu générale de ces aspects, en revenant aussi comme point de départ sur le changement climatique actuel, qui sous-tend aussi une grande partie de ces recherches, et donc une perspective aussi océanographique, comme je vais vous le montrer. Quand on parle justement de changement climatique actuel, il est intéressant de repartir de choses assez simples que vous avez déjà eu l'occasion de voir à de multiples reprises. Ici, ce que j'ai remis sur cette planche, en fait, ce sont juste l'histoire en fait, du dernier siècle, des changements de température exprimés en anomalies de température au cours du temps, de pratiquement la fin du 19e siècle jusqu'à l'année 2022, avec différents groupes qui ont essayé de faire ces calculs à partir des données météorologiques, des séries météorologiques réparties de par le monde, et toutes convergent vers une augmentation de température, comme vous le savez, en particulier depuis les années 60-70, de l'ordre de plus de 1 degré. Sur la partie droite, ce qui est représenté, tiré du dernier rapport du GIEC, ce sont les projections qui dépendent, encore une fois, aussi des scénarios d'émissions, de l'impact en fait des activités anthropiques, avec des scénarios où le réchauffement sera limité à 1,5 degré et d'autres pour des scénarios, on va dire, d'émissions de gaz carbonique à l'échelle de la planète optimistes, et d'autres que l'on peut considérer comme soit pessimistes, soit finalement assez réalistes, vu le peu de changements actuels sur les émissions de gaz à effet de serre, des scénarios avec des réchauffements à l'échelle planétaire de l'ordre de 3-4 degrés, voire plus. Alors, ces courbes, forcément, résument une complexité, comme vous allez le voir, qui est très importante. Et une des premières complexités, justement, c'est d'aller au-delà d'une moyenne planétaire en, justement, regardant les contrastes géographiques. Alors, c'est ce que les climatologues actualistes, on va dire, font en permanence. Ici, vous avez deux vues, justement, qui résument un petit peu ce problème et qui sont, justement, qui illustrent bien la complexité et la nécessité aussi d'aller regarder les choses de façon plus compliquée en considérant les différentes zones géographiques. Ici, sur la partie gauche, ce qui vous est remontré, c'est une carte qui montre en fait les zones qui se sont réchauffées plus que la moyenne mondiale sur la période ici 1971-2022, et en blanc les zones qui se sont réchauffées moins que la moyenne mondiale. Donc c'est un diagramme qui est très simplifié, qui vient d'être publié d'ailleurs par Gavin Schmidt sur le site ReClimate. Un peu de publicité, et c'est un diagramme qui est vraiment intéressant parce qu'il montre uniquement avec deux couleurs la complexité des choses. On voit très nettement une amplification polaire arctique, on voit très nettement aussi une amplification sur les continents, on voit aussi quelque chose dont on a parlé beaucoup l'année dernière lors d'un colloque sur l'océan Atlantique et la circulation actuelle et les données océanographiques. On voit en particulier une bulle, enfin un trou du réchauffement en Atlantique Nord, avec un réchauffement qui est pratiquement nul pour toute cette zone sur la période du dernier siècle. Alors, il y a plusieurs explications à ça. En particulier, on va voir que certains pensent que c'est déjà en fait un des symptômes d'un changement de la circulation océanique. Alors, une autre vue en fait du problème et de ces contrastes régionaux est donnée aussi par la considération des précipitations. Ici, vous avez une carte qui résume finalement ce qui s'est passé depuis un siècle, les tendances de précipitation exprimées en millimètres par an par décennie. Sur tout le dernier siècle, avec des zones qui sont plus humides et des zones qui sont plus sèches. Alors, effectivement, avec quelquefois des tendances qui ne sont pas encore significatives, mais on voit très clairement qu'il y a quand même des contrastes régionaux avec des zones significativement plus humides, d'autres significativement plus sèches. Donc, le réchauffement mondial ne se résume pas uniquement à des moyennes à l'échelle mondiale. Et comme il y a des contrastes régionaux et que le système climatique est très complexe, il inclut l'atmosphère, mais d'autres composantes aussi.
il y a les scientifiques, les climatologues, à la fois modélisateurs, expérimentateurs de la mécanique des fluides et paléoclimatologues, ont identifié aussi ce que l'on appelle des points de basculement, des tipping points en anglais, avec des seuils critiques à partir desquels il peut y avoir une réorganisation du système de façon abrupte et quasi irréversible. Et donc ces points de basculement qui conduisent à des bifurcations du système ont été inventoriés. Ici, vous avez une figure en fait qui est déjà ancienne, qui avait été produite par Tim Lenton et son groupe, qui juste localise les différentes zones avec des points critiques de ces points de basculement, avec notamment, on retrouve des points de basculement qui sont liés aussi aux calottes de glace actuelles, calotte de glace de l'Antarctique, avec une instabilité fondamentale de la partie de l'Antarctique de l'Ouest, de la calotte de l'Antarctique de l'Ouest. Il y a un point de basculement aussi qui serait lié aux glaces dans l'hémisphère nord, la banquise, le Groenland, des points de basculement aussi qui intéressent d'autres composantes du système climatique, la mousson indienne, et un autre point de basculement qui a été très étudié et qui est encore étudié, qui concerne la formation de masses d'eau profonde, enfin de plongées d'eau profonde en Atlantique Nord, la convection profonde en Atlantique Nord, qui est représentée ici en jaune. Donc cette convection profonde, eh bien, elle est en fait plus complexe que juste 2 points de plongée en Atlantique Nord, voire en particulier tout le colloque que nous avions fait sur le sujet l'année dernière et qui est disponible sous la forme de vidéos en ligne avec différents intervenants de la communauté océanographique qui s'occupe de documenter justement cette variabilité dans le temps et la physique qui va avec, et sa modélisation. Mais on peut la résumer, elle est souvent résumée sous la forme de représentations imagées, en particulier ce fameux tapis roulant qui avait été introduit dans les années 80 par Wally Brucker de Columbia, et qui résume à l'extrême le fonctionnement justement de cette circulation entre guillemets thermohaline. Maintenant, on utilise plutôt le terme de circulation méridienne de retournement. Alors, elle n'est pas non plus méridienne, parce qu'elle intéresse toutes les longitudes. Donc, une représentation, j'ai redonné ici une représentation plus complète qui a été établie par Lynn Talley, mais c'est quelque chose qui est difficile à représenter de façon tridimensionnelle, sans trop de détails. En la simplifiant, il y a toujours des choses qui vont être trop simplifiées. Alors, ce qu'il faut voir sur cette circulation, on en a parlé beaucoup l'année dernière, c'est qu'il y a essentiellement une branche en Atlantique. Souvent même, on va se référer à la circulation en Atlantique Nord, l'AMOC, pour Atlantic Meridional Overturning Circulation, donc la circulation méridienne de retournement atlantique. Cette circulation méridienne de retournement atlantique, elle a une branche, on va dire, superficielle. Il y a des plongées en Atlantique Nord et un retour en profondeur pour alimenter l'océan mondial. C'est pour ça que les spécialistes en fait, parlent plutôt de la circulation globale de retournement, GOC, donc des termes qui sont finalement synonymes. Une des caractéristiques importantes de cette circulation thermohaline, c'est qu'elle transporte, en particulier pour l'Atlantique, elle transporte de la chaleur depuis l'hémisphère sud jusqu'à l'hémisphère nord, en particulier de la chaleur qui est stockée au niveau des tropiques à cause de la forme de la Terre et le flux lumineux du Soleil. Et il y a en permanence un transport de l'ordre de 1 pétawatt, 10 puissance 15 watts, un peu plus d'un pétawatt, des tropiques vers les hautes latitudes, qui ont bien évidemment des conséquences en fait sur le climat des zones géographiques qui bordent l'Atlantique, notamment l'Europe, à cause en particulier aussi d'un transfert de chaleur via la circulation atmosphérique de vent d'ouest. Donc quelque chose qui va être très important aussi pour les flux de chaleur, c'est pas uniquement une caractéristique océanographique, mais quelque chose qui est couplé à l'atmosphère. Alors, la modélisation, bon, l'année dernière, lors du colloque, on a fait un peu le point, même si le point n'est pas définitif, il y a encore beaucoup de controverses, parce que la variabilité dans le temps océanographique est très grande. Les océanographes étudient actuellement et essayent de voir si effectivement il y a un changement
un affaiblissement de cette circulation thermohaline en Atlantique. Ce qui est une autre approche qui peut être utilisée, qui est très utilisée, ce sont les modélisations. Alors, plusieurs collègues aujourd'hui nous parleront de la modélisation de ces couplages océan-atmosphère, mais une vue des choses, un bilan en fait de ces modélisations, en particulier pour le prochain siècle, a été réalisé et compilé par le GIEC ici, sous la forme d'un diagramme qui montre pour une trentaine de modélisations, pour une trentaine de laboratoires qui font de la modélisation, le fait que pratiquement tous les laboratoires, tous les modèles couplés montrent un affaiblissement dans le futur en lien avec le réchauffement mondial et à l'empreinte anthropique avec des changements exprimés en sphere drop. Alors le sphere drop, c'est l'unité océanographique pour les courants marins, c'est millions de mètres cubes par seconde. Globalement, tous les modèles pour le futur, alors il y a des observations, mais elles sont encore très variables dans le temps. Il est très difficile de discerner véritablement une tendance à long terme, mais tous les modèles montrent en fait une diminution importante, de l'ordre de 30% à la fin du siècle, de cette circulation thermohaline, ou MOC, qui, de façon assez surprenante, ne varie pas vraiment avec les différents forçages, les différents scénarios. Mais bon, ce n'est pas un détail, mais c'est important dans le contexte. Mais pour l'instant, ces modélisations n'atteignent pas véritablement un point de basculement encore. Et bon, c'est un sujet encore débattu. Et forcément, ce sont des choses qui doivent aussi dépendre de l'intensité globale du réchauffement. Alors, donc une autre voie encore pour étudier ces instabilités du climat, ces points de basculement et ces bifurcations, et ce que l'on appelle la paléoclimatologie, qui est un domaine en soi, mais tout à fait connecté aux autres domaines en fait, des observations actualistes à la fois sur l'océan et l'atmosphère, sur la modélisation aussi. Ce sont les mêmes modèles qui sont utilisés dans le passé et pour les projections futures. Donc un domaine de paléoclimatologie qui a permis en fait véritablement de mettre en évidence ces instabilités du climat. Heureusement en fait pour nos sociétés, les derniers 2000 ans, il n'y a pas eu de bifurcation ou de changement avec des points de basculement dans le système, et on en est finalement réduit à essayer d'étudier, à faire feu de tout bois en prenant des archives, quelles qu'elles soient, des archives géologiques au sens large du terme, pour essayer de documenter des événements abrupts. Alors c'est ce qui a été fait depuis très longtemps, et une des archives les plus utilisées dont on va reparler aujourd'hui, ce sont les carottes de glace du Groenland, ce sont les glaces polaires, en particulier du Groenland, et on verra bien évidemment l'Antarctique ensuite. Et tout est parti finalement des travaux de certains géochimistes isotopistes, en particulier ici Willy Dansgaard que j'ai représenté, en montrant ici le Groenland avec plusieurs sites de forage historiques, et un des papiers importants de Willy Dansgaard qui avait étudié avec son groupe les fluctuations d'un des indicateurs de paléotempérature, le rapport O18 sur O16 de la glace, alors qui n'est pas un thermomètre parfait, mais qui, au premier ordre, permet de regarder des fluctuations de paléotempérature. Et ce qui avait été fait, c'est de mesurer dans une carotte qui faisait 3 km la carotte Grip, la carotte du sommet, une des deux carottes du sommet du Groenland, la carotte Grip, donc la collaboration européenne, avec une surprise, en tout cas qui était bien soulignée dans le diagramme qui est présenté ici, avec le premier kilomètre 5 de la carotte de glace avec une fluctuation qui est relativement faible, et par contre, un contraste saisissant avec, à la même échelle, les fluctuations du delta O18, donc ce marqueur de paléotempérature semi-quantitatif qui montre en fait des fluctuations très importantes. Alors la glace est un peu mélangée, c'est ce qu'on a découvert ensuite en faisant la comparaison avec un autre trou de forage qui a été réalisé par les Américains juste à côté, mais essentiellement toute cette partie-là est vraiment très bien basée sur de nombreux forages à l'heure actuelle, et toutes ces grandes fluctuations de l'ordre d'une dizaine, quinzaine de degrés, quand on les déplie, ce sont des événements abrupts qui sont liés justement à des instabilités climatiques, en particulier dans cette zone du Groenland. Alors, une autre
une autre vue des choses, en fait, est venue de travaux similaires qui ont été réalisés en Antarctique, en particulier dans le cadre d'un grand programme européen, le programme EPICA, avec notamment des mesures sur les carottes, sur plusieurs carottes, en particulier EPICA Dome C, EPICA Drowning Maudland, comparaison avec le site américain de Bird. Et tous ces enregistrements, le Delta O18 est aussi utilisé dans ce cadre-là pour faire de la paléothermométrie sur l'hémisphère sud, sur la partie antarctique. Et un des résultats du premier papier conséquent de l'équipe EPICA a été de montrer justement qu'il y a une décorrélation complète entre les fluctuations vues au Groenland, ou plutôt une anticorrélation, c'est-à-dire qu'on a des réchauffements et des refroidissements au Groenland qui correspondent avec des situations inverses, essentiellement des réchauffements pendant les refroidissements du Groenland, avec des événements que l'on appelle les AIM, les Antarctic Isotope Maxima, qui correspondent à des réchauffements antarctiques. Et ces fameuses AIM sont quasiment en opposition de phase avec les températures vues au Groenland. Alors c'est quelque chose qui a été vu aussi pour la déglaciation, la dernière déglaciation. La dernière déglaciation, c'est la partie entre 20 000 ans et l'actuelle. Ici, il s'agit de fluctuations pendant la période glaciaire, mais c'est manifeste. Alors ici, pour la dernière déglaciation, on a des résolutions qui peuvent être encore plus grandes, et c'est une autre illustration tirée de travaux qui étaient focalisés sur un autre site de forage, Talos Dome, avec des fluctuations du delta O18 pour plusieurs sites, et essentiellement des changements que l'on voit qui sont en antiphase finalement avec les fluctuations au Groenland. On voit très bien par exemple ici une diminution de la température du Groenland qui correspond à un réchauffement. Ensuite, ce réchauffement au Groenland, qui est appelé, en fait, tous les événements, toutes ces fluctuations ont été numérotées. On les appelle des fluctuations de Dansgaard-Oeschger. Alors c'est pas donc ces différentes numérotations sont utilisées pour toutes les archives, et on voit très bien que lors de ce réchauffement, eh bien, il y a une pause dans le réchauffement, un renversement dans le réchauffement au niveau de l'Antarctique, ce qu'on appelle l'Antarctic Cold Reversal, qui a été publié en premier par Jean Jouzel, qui montre en fait donc une anticorrélation. On peut regarder aussi un autre événement froid qui est tout à fait caractéristique au Groenland et partout en Europe, qui s'appelle le Dryas récent, le Dryas ici, et avec des refroidissements tout à fait caractéristiques qui correspondent à un réchauffement en Antarctique. Donc une antiphase tout à fait caractéristique. Dans l'océan, alors c'était aussi une des illustrations que je voulais vous donner, dans l'océan, en fait, la première véritable démonstration d'un événement abrupt dans l'océan, daté avec des calculs de vitesse, est venue en fait de travaux qui ont été réalisés grâce à une technique qui était nouvelle dans les années 80, qui était la datation au carbone 14 par spectrométrie de masse par accélérateur. Et en fait, c'est venu de travaux que nous avions réalisés sur des sédiments prélevés au large, tout à fait au sud du Portugal, au large de la marge ibérique, mais vraiment tout à fait au sud. Et donc, nous avions à l'époque utilisé des estimations de paléotempérature qui étaient fondées sur les faunes de foraminifères, des organismes, des fossiles, des microfossiles du plancton qui permettent de remonter aux paléotempératures. Donc ici, vous avez une courbe de paléotempérature exprimée pour février de l'époque sur toute une période qui correspond à la dernière déglaciation, avec la partie que l'on appelle l'Holocène, le Dryas récent, Younger Dryas, le Bölling-Adreux qui correspond à l'événement de Dansgaard-Oeschger numéro 1, un événement très froid que nous avons découvert à l'époque sans vraiment comprendre ce qui se passait, centré vers 17 000 ans avant le présent, et le maximum glaciaire qui était plus chaud en fait que cette période beaucoup plus froide. À l'époque, en fait, nous n'avions pas compris en fait ce qui se passait au large du Portugal, au sud, mais on avait quand même écrit dans le papier que ça devait correspondre probablement à une injection d'iceberg en Atlantique Nord. Alors la personne qui est venue un an après véritablement mettre plus de compréhension dans le système, en ajoutant justement non pas un événement, mais en montrant qu'il y avait une séquence d'événements, c'est en fait Hartmut Heinrich, un géologue allemand, qui a étudié en fait dans des sédiments, donc à chaque fois ici les données sont représentées ici en fonction de la profondeur dans le sédiment. J'indique à chaque fois une flèche temporelle pour montrer que la partie qui représente les années 0 sont à gauche ici.
on est plus ancien dans cette partie plus profonde du sédiment. Là, le sédiment a été... l'échelle de ce sédiment est inversée, enfin, est retournée, ce qui fait que ça monte, et ici, on va vers les temps zéro. Ce qui est représenté sur ce panneau, qui est directement issu du premier papier fondamental de Hartmut Heinrich, justement sur ces événements que l'on a baptisés ensuite événements de Heinrich, ce sont des estimations de paléothermométrie de façon... Il n'avait pas utilisé de fonction de transfert, il avait juste utilisé les statistiques, les pourcentages des foraminifères froids et des foraminifères chauds pour estimer de façon très qualitative les changements de température, mais l'avantage de son étude qu'il avait réalisée au centre de l'Atlantique, c'était de documenter des couches en fait complètes de sédiments, de débris rocheux transportés par les icebergs, ce que l'on appelle des ice-rafted debris, IRD en anglais, avec des maxima très caractéristiques qui ont été cartographiés sur tout l'Atlantique et qui correspondaient justement à des coups de froid. Donc c'est vraiment la découverte de Hartmut Heinrich de voir qu'il y avait vraiment une cohérence entre les coups de froid et ces flux de débris rocheux, les IRD. Donc non seulement il a documenté une nouvelle fois le refroidissement qui correspondait à ce que nous avions découvert au large du Portugal, centré vers 17 000 ans, qui est maintenant baptisé H1, mais toute la succession d'autres événements correspondant à des refroidissements très conséquents. Alors l'historique il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés sur ces IRD, sur ces découvertes de débris rocheux liés au transport par les icebergs. Et un des résultats majeurs, qui est résumé par exemple sur ce diagramme, qui montre en fait l'épaisseur des couches d'IRD dans les sédiments de l'Atlantique Nord, exprimée en centimètres, et que la concentration et l'épaisseur de ces couches diminuent lorsqu'on s'éloigne de la mer du Labrador. Et en fait, il y a beaucoup de traceurs, d'autres traceurs, des traceurs géochimiques, des traceurs minéralogiques, qui nous ont montré que l'essentiel de ces icebergs provenait en fait de la calotte laurentide. Il faut imaginer qu'à l'époque, pendant la glaciation, il y avait un monstre de glace, pratiquement l'équivalent de l'Antarctique, situé sur le Canada. Il y avait 4 km d'épaisseur. Et donc, il y a eu des périodes de débâcle d'icebergs qui rabotaient le socle canadien et qui transportaient ces fameux IRD. Donc au large du Portugal, il n'y avait pas de cartographie, l'épaisseur n'est pas de l'ordre du centimètre, mais en fait on est retourné sur le site de la marge ibérique, donc 12 ans après, pour réétudier les mêmes sédiments, ajouter d'autres indicateurs de paléothermométrie en faisant des mesures de molécules. Ici, on a utilisé un autre traceur moléculaire qui est fondé sur les alcénones, qui nous a permis de mieux quantifier les changements de température pendant les derniers 30 000 ans, et de compter directement les IRD au sud du Portugal, et pour montrer qu'en fait, ils ne constituent pas une couche de Heinrich, mais ils constituent juste quelques IRD dilués, très dilués. Il faut compter sur 10 grammes de sédiments pour pouvoir les mettre en évidence. À l'époque, donc, nous avions aussi ajouté d'autres indicateurs géochimiques. Une des complications que nous avions vues et publiées à l'époque, c'est que il y a une certaine complexité dans ces événements, dans ces stades glaciaires de Heinrich, qui est que, en particulier au niveau de la marge du Portugal, généralement, ils sont doubles, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases. On l'a publié pour H1 en baptisant même les deux phases H1A, H1B. Pareil pour H2, il y avait deux phases, H2A, H2B, qui ne sont pas totalement équivalentes. En particulier, le flux d'IRD, le flux lié aux icebergs est plutôt concentré sur la seconde partie de l'événement. Mais encore une fois, on est quand même très éloigné des sources, donc il y a beaucoup de complications. Donc, il faut imaginer des icebergs qui proviennent en fait de la calotte laurentide, donc de l'autre côté de l'Atlantique, qui viennent jusqu'au sud de la marge du Portugal. Donc les phénomènes ne sont clairement pas linéaires en fonction des masses d'icebergs. Alors, c'est quelque chose que l'on a continué au laboratoire à Aix-en-Provence de creuser, en particulier avec d'autres paléothermomètres. On a développé d'autres thermomètres, en particulier dans le cadre de la thèse de Nina Davtian, assez récente, et ensuite de son postdoctorat. Nina avait travaillé en thèse sur la Méditerranée, et puis en postdoc, elle est venue compléter toutes les informations que l'on avait avec un nouveau paléothermomètre qui est fondé sur d'autres molécules, sur d'autres composés, des tétraéthers hydroxylés, avec un autre indicateur de thermométrie, ce qu'on appelle le RUH', qui nous a permis en fait, de reconstituer à haute résolution des séries de paléotempératures pour toute la période de 0 à 150 000 ans.
ce qui est résumé ici avec une planche justement qui résume toujours les termes de cette comparaison nord-sud entre le Groenland, des températures au Groenland et des températures en Antarctique, avec un stack de plusieurs carottages, plusieurs enregistrements antarctiques, et les enregistrements des paléotempératures, les alcénones, les tétraéthers hydroxylés. Et une des caractéristiques de ces changements de température océanique, c'est qu'on voit très très nettement les événements de Heinrich, les stades de Heinrich. Donc ici, vous avez, avec les numérotations, leur numérotation, les interstades de Dansgaard-Oeschger, les périodes chaudes, et les stades. Il y a aussi des stades froids entre les interstades chauds, pour cette cyclicité de Dansgaard-Oeschger. Et par contre, ce que l'on voit dans l'océan, on retrouve en fait ces événements, ces stades et interstades de Dansgaard-Oeschger, mais on voit en plus de façon beaucoup plus nette les événements de Heinrich, les stades de Heinrich, qui correspondent à des températures qui sont beaucoup plus froides relativement que les autres fluctuations de température. Alors on le voit à la fois pour cette série, on le voit aussi pour les alcénones. Ici, c'est un zoom pour la partie de 0 à 44 000 ans. Donc on voit très clairement que ces changements de température étaient beaucoup plus conséquents en Atlantique qu'au Groenland en particulier. Il est d'ailleurs intéressant de revenir à un niveau zéro, je dirais, de la comparaison entre séries temporelles. On peut faire des histogrammes directement en prenant les données et en les représentant sur des diagrammes. Ici, vous avez des histogrammes qui représentent toutes les données des séries que je vous ai montrées juste auparavant, à la fois pour le Groenland, les températures de l'air au Groenland, les températures en Atlantique fondées sur les tétraéthers, ici les alcénones. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a un groupement des températures centré sur les différents modes de fonctionnement, parce qu'en fait, il s'agit de bascule entre différents types de fonctionnement. Donc, il s'agit effectivement quasiment de bifurcation entre différents modes de fonctionnement du système couplé océan-atmosphère, avec à la fois des valeurs pour les interstades de Dansgaard-Oeschger, pour les stades de Dansgaard-Oeschger, pour les interglaciaires vrais, et pour l'océan, on a un mode de plus. En tout cas, au point de vue de la paléothermométrie, on arrive à identifier des températures qui sont beaucoup plus froides relativement, avec ces stades de Heinrich qui sont tout à fait caractéristiques. Alors, on peut aussi considérer les températures dans l'hémisphère sud, mais bon, la résolution des paléotempératures dans l'hémisphère sud n'est pas vraiment parfaite, donc on a encore... mais le message, je dirais, au premier ordre est que les températures de l'hémisphère sud suivent de façon assez fine les changements de température en Antarctique. Donc, en fait, pour faire des comparaisons nord-sud, il est souvent utile de revenir et de se contenter de regarder des comparaisons avec la série antarctique qui est beaucoup mieux résolue et aussi mieux datée. Alors, la partie qui peut être le mieux datée pour la partie de l'océan austral, c'est la partie des derniers 40 000 ans, parce que dans ce cas-là, on a accès au carbone 14, même si dans la partie australe, dans l'océan austral, il y a des problèmes inhérents au carbone 14 liés à ce que l'on appelle l'âge réservoir, qui peut être très important dans l'océan austral. Mais c'est ce qui a été fait par certains chercheurs. Ici, ce qui est résumé sur ce diagramme, ce sont des estimations qualitatives ou quantitatives de température de l'océan austral pendant la dernière déglaciation, à la fois pour une carotte du secteur Pacifique avec des données d'alcénone, des données sur une carotte du secteur Atlantique, à la fois avec un thermomètre qui est fondé ici sur le magnésium-calcium. Il y a aussi carrément des comptages de certains foraminifères qui donnent une image qualitative de la température. Et ce que l'on voit, même si les données sont assez bruitées, on voit très clairement que les événements de Heinrich, les stades de Heinrich, correspondent à des réchauffements, alors que dans le Nord, je vous l'ai dit, ça correspond à des refroidissements très très nets. Donc on retrouve justement ce qui avait été vu par les glaciologues dans la comparaison entre le Groenland et l'Antarctique, une anti-corrélation entre les séries temporelles. Alors je vous ai déjà parlé de ces flux d'iceberg pendant les événements de Heinrich, à la fin généralement de ces stades de Heinrich. Ici, c'est une vue imagée de ce qui se passe. Donc la calotte laurentide, de façon pas périodique, mais séquencée pendant la glaciation, s'effondrait partiellement avec émission d'iceberg vers l'Atlantique Nord. Ce que l'on voit dans le sédiment, eh bien, ce sont les sédiments détritique glaciaires, mais il faut imaginer aussi que tous ces icebergs ajoutaient de l'eau douce
en Atlantique Nord, ce qui forcément avait une influence en fait sur l'hydrologie de l'Atlantique Nord et sur la convection profonde en Atlantique Nord. En ajoutant de l'eau douce, bien évidemment, on diminue la densité de l'eau de mer, ce qui a une influence sur la circulation thermohaline ou sur l'AMOC atlantique. Alors c'est quelque chose qui est bien documenté. Il y a des proxys, des indicateurs qui peuvent être utilisés en paléoclimatologie pour reconstituer les fluctuations de façon semi-quantitative de la MOC, de la circulation thermohaline, qui aujourd'hui est de l'ordre entre 15 et 20 millions de mètres cubes par seconde, mais qui, à certaines périodes, devait pratiquement avoisiner zéro. Alors, un des traceurs qui est très utilisé, c'est le rapport protactinium sur thorium. Donc, j'ai fait un cours sur le sujet, donc je ne vais pas préciser plus de détails sur les tenants et aboutissants, les avantages et désavantages et biais de cette technique. Il y a d'autres traceurs, mais ici vous avez un diagramme qui résume un petit peu les données, qui fait une compilation des données, qui montre en fait essentiellement que pendant le stade de Heinrich, il y a un effondrement de la circulation thermohaline, de l'AMOC. C'est vrai aussi pour le Dryas récent, avec quelque chose qui est tout à fait systématique. Alors, cette cofluctuation systématique entre les températures de surface, ces instabilités thermiques au Groenland, en Antarctique et autres, avec la circulation, avec les traceurs de ces circulations, elle a pu être documentée aussi pour des périodes beaucoup plus anciennes que H1, qui est centré vers 17 000 ans avant le présent. Ici, vous avez tiré d'une étude publiée en 2016, un résumé qui est centré en fait sur des sédiments des Bermudes, où les auteurs ont pu reconstituer des paléotempératures avec la technique des alcénones, et en comparant les fluctuations, donc ils retrouvent ce que nous avions déjà publié sur la marge ibérique, une très bonne cofluctuation entre les températures et les fluctuations du Groenland. Mais le point important, c'est que dans ces sédiments, ils ont été capables de faire des mesures de ce traceur de l'AMOC, de ce traceur semi-quantitatif de la circulation thermohaline, de l'intensité de cette circulation thermohaline, et pour montrer en fait qu'il y avait effectivement une covariation avec pratiquement cette covariation, elle est valable aussi pour les stades d'Ansgar-Ogier, mais elle est encore plus visible pour les événements de Heinrich. On voit que tous les événements de Heinrich se caractérisent par une augmentation, parce que là l'échelle est inversée, une augmentation du rapport protactinium sur thorium, ce qui signe un effondrement de cette circulation thermohaline pendant ces événements. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, cette circulation AMOC, thermohaline, elle transporte en Atlantique Nord 1 pétawatt, donc il est clair que dès qu'il va y avoir un ralentissement ou carrément un effondrement, ça va avoir forcément une influence sur le climat qui borde les deux rives. Alors pour essayer de le quantifier plus avant, il faut faire de la modélisation. Alors un des premiers modèles, je dirais, les plus simples qui a été proposé, qui est vraiment un modèle de principe, a été proposé par deux pionniers, un de la modélisation et l'autre de la glaciologie, donc Thomas Stocker de Berne et Sigfús Jonsson, qui travaillaient dans l'équipe de Willy Dansgaard à l'époque, ont proposé un modèle où ce qu'ils ont appelé la bascule bipolaire thermique. En fait, c'est un modèle thermodynamique minimum avec des échanges entre les deux hémisphères, avec un couplage directement lié justement à cet arrêt ou ce renouvellement du transport de chaleur lié à l'AMOC entre le sud de l'Atlantique et le nord de l'Atlantique. Donc on a carrément un effet de balançoire entre les deux hémisphères, comme on peut le concevoir. Ici, donc, on est dans une position avec une température chaude, donc un fonctionnement normal de l'AMOC. Lorsque le système s'effondre, eh bien, la bascule va tomber, et donc les températures en Atlantique, puisque le flux de chaleur ne passe pas du sud vers le nord, eh bien, ce flux de chaleur va rester dans le sud de l'Atlantique, donc on va monter en température. La zone australe, elle, va recevoir ce changement de température avec un temps de réponse important qui correspond essentiellement au volume de l'océan austral, en tout cas dans cette modélisation, avec un temps de réponse qui est simulé avec un temps de réponse tôt dans le calcul. Donc
la partie, je dirais, élégante du modèle de Stocker et Johnson, c'était justement sa simplicité avec une seule équation différentielle qui dépend à la fois de la température nord et de la température sud. On peut l'intégrer pour pouvoir calculer, à partir des séries de températures observer au nord les séries de températures que l'on doit observer au sud, d'après le modèle, en fonction des changements de température observés au nord, et les comparer avec effectivement les observations en Antarctique. Alors une des caractéristiques aussi, c'est qu'on peut faire même une prévision sur l'amplitude des réchauffements antarctiques qui sont plus ou moins proportionnels au produit en fait, des changements, enfin, de la durée de l'effondrement en Atlantique Nord, mais aussi de l'amplitude en fait du signal de température au nord. Donc, et c'est des choses en fait qui peuvent ensuite être creusées avec les données elles-mêmes. Alors bon, juste avec dans le cadre du papier récent avec Nina Davtyan, c'est ce que nous avons fait. On a utilisé en particulier les données, les nouvelles séries de température fondées sur les tétraéthers hydroxylés, sur les alcénones introduites dans le modèle, pour les comparer avec les séries de l'Antarctique, qui sont datées de façon tout à fait indépendante, pour montrer en fait qu'il y avait une très bonne correspondance. Alors ici, il s'agit d'un diagramme qui résume les choses entre 20 000 ans et 110 000 ans, avec les données Antarctique qui sont résumées avec cette courbe violette, les courbes qui correspondent aux calculs pour les RIOH' et les UK37' sont résumés avec ces deux couleurs. Et donc on arrive à prévoir à la fois une correspondance avec les AIM, les réchauffements antarctiques, mais aussi leur amplitude, qui est tout à fait satisfaisante, compte tenu en fait des résolutions et des problèmes de datation comparés entre l'océan, les séries océaniques et les séries continentales. Alors, donc, une bascule bipolaire thermique qui peut être étudiée, qui va être étudiée, qui a été étudiée avec des modèles bien plus complexes et qui montre en fait aussi une complexité beaucoup plus importante que celle qui avait été envisagée dans le cadre de cette modélisation très très simple, qui est quand même élégante et qui permet de regarder les choses, en tout cas sur toute la série complète, depuis de 20 000 ans jusqu'à 110 000 ans, avec un zoom sur la partie plus récente. Alors un autre aspect sur lequel je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un aspect qui a trait à une autre bascule qui est complètement connexe à la bascule bipolaire thermique, qui est une bascule que l'on va pouvoir qualifier de bascule hydrologique, en considérant d'autres séries temporelles sur les mêmes échelles de temps du cycle de l'eau. Alors quand on regarde le cycle de l'eau, les pluies, on peut se plaindre en Europe du manque de pluie ou de pluie importante, mais quand on regarde à l'échelle de la planète, les pluies, c'est ça, hein, c'est des précipitations moyennes annuelles qui sont essentiellement concentrées dans la frange intertropicale, en particulier au niveau de ce qu'on appelle la zone de convergence intertropicale, l'ITCZ ou ZCIT en français. Et ce que les modélisateurs de ces processus de bascule, de bifurcation en liaison justement avec l'effondrement de la circulation thermohaline ont permis de voir, c'est que lorsque l'on injecte avec des modèles plus complexes que le modèle de bascule bipolaire que je viens de vous montrer, quand on injecte de l'eau douce, quand on force le modèle à rentrer dans un mode pratiquement sans circulation thermohaline, sans AMOC, eh bien l'eau douce forcément affecte la convection profonde, un petit peu comme les icebergs ont affecté la convection profonde pendant les événements de Heinrich. Donc là, on fait une simulation d'un événement de Heinrich directement en arrosant l'océan Atlantique Nord avec de l'eau douce. Donc c'est arbitraire, mais encore une fois, ça permet de regarder un petit peu les choses et de voir justement pouvoir matérialiser ces bascules bipolaires. Donc lorsque ces modèles sont utilisés en mode forcé avec de l'eau douce en Atlantique Nord, eh bien, il y a généralement un refroidissement généralisé au niveau de l'Atlantique Nord, mais qui est aussi caractéristique pour tout l'hémisphère nord, et un réchauffement au sud. Donc on revient à cette bascule bipolaire thermique, et de façon tout à fait corrélée, c'est vrai dans le modèle ici publié par Laurie Manviel, mais pour beaucoup d'autres modèles avec des degrés de complexité plus ou moins grands, il y a toujours en fait une migration vers le sud de la zone de convergence intertropicale. Donc ici, ce qui est représenté, ce sont les anomalies de précipitation en liaison avec cette bascule.
bipolaire, avec une zone qui va devenir au niveau équatorial un peu au nord plus sèche, et d'autre part plus humide, un peu plus au sud. Alors, dans ce cas-là, l'étude peut se faire, notamment avec des séries temporelles qui proviennent d'archives intertropicales, notamment celles qui peuvent être situées dans la zone de battement saisonnier de l'ITCZ. Alors l'ITCZ, elle est représentée ici, elle est relativement simple sur l'océan, mais sur les continents, elle est généralement aussi modifiée, elle est beaucoup plus complexe, en particulier avec des phénomènes de contraste océan-continent, les phénomènes de mousson. Et donc, en fait, les deux phénomènes en fait, sont complètement connectés. Et il y a de très nombreux sites qui ont été étudiés, notamment à partir de stalagmites, depuis très longtemps, mais en fait c'est quelque chose qui a complètement révolutionné notre compréhension du système depuis, on va dire, 20 ans, à partir de beaucoup de grottes, de stalagmites, de grottes, à la fois dans la zone asiatique et dans la zone de l'hémisphère sud, au niveau de l'Amérique du Sud. Donc une des premières démonstrations avait été faite dès 2001 en fait par le groupe en fait de Larry Edwards et Hai Cheng avec les stalagmites de la grotte de Hulu en Chine, avec des reconstitutions des mesures en fait de delta O18 qui dans ce cadre-là, dans la frange intertropicale, est un traceur en fait de la plus ou moins qualitatif de la pluviométrie, de la mousson en gros. Pour faire simple, on a vu des détails lors des cours, donc je ne vais pas y revenir, mais globalement, des fluctuations importantes. L'avantage des stalagmites, c'est qu'ils sont imbattables au point de vue de leur datation. On peut les dater avec la méthode uranium-thorium et obtenir des âges justes et précis, et tout à fait indépendants des âges qui sont obtenus pour les séries du Groenland en particulier. Donc ici, vous avez une comparaison directe entre les séries de la grotte de Hulu avec les séries du Groenland, avec une démonstration que les périodes les plus sèches, avec un effondrement de la mousson chinoise ici, correspondant en fait aux événements de Heinrich. Donc on a un basculement, et les événements, les interstades de Dansgaard-Oeschger correspondent tous à des augmentations de la mousson. Alors un diagramme plus récent encore qui montre justement cette bascule bipolaire hydrologique vous est représenté ici. Bon, il y a beaucoup d'exemples, donc j'en ai choisi un parmi d'autres. Il s'agit en fait d'une comparaison directe, encore une fois, toujours de la série de Hulu Cave, mais avec une meilleure résolution. Les chercheurs ont amélioré les datations, ont amélioré la résolution, pour une fenêtre temporelle entre 25 000 ans et 45 000 ans. Et de l'autre côté, ici en dessous, une série temporelle qui, elle, a été obtenue en Amérique du Sud, qui correspond donc et qui montre en fait une antiphase complète entre l'hydrologie, les fluctuations de la mousson en Chine et les fluctuations de l'hydrologie pour cette zone de l'Amérique du Sud. Donc on est c'est totalement cohérent avec ce que je vous ai montré au départ. On a effectivement une migration vers le sud pendant ces événements, ces bascules liées à la circulation thermohaline, une bascule de la zone de convergence intertropicale, et donc une diminution de la mousson au nord et une augmentation des précipitations dans cette zone située dans l'hémisphère sud. Donc une anticorrélation qui est tout à fait bien démontrée. Alors on peut regarder ça aussi pour la mousson asiatique à partir de données océaniques, puisque je voulais aussi vous montrer un petit peu de données de l'océan. Alors on peut le faire en considérant par exemple des paléosalinités. On peut reconstituer des paléosalinités à partir de mesures de delta O18, de mesures de paléothermométrie en surface de l'océan. Alors nous l'avons fait à la fois pour plusieurs sites. Il y a d'autres traceurs qui sont aussi intéressants parce qu'ils nous donnent donc, une information plus intégrée sur la colonne d'eau, qui sont liées à l'oxygénation des masses d'eau. Donc je vais essayer de vous en parler en faisant un petit rappel bref de l'oxygénation des masses d'eau. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'oxygénation des masses d'eau, elle est très variable suivant les zones géographiques de l'océan actuel. Ici, vous avez juste deux panneaux en fait, qui résument les teneurs en oxygène, à la fois dans une section de l'Atlantique
et une section du Pacifique, ici du sud au nord. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en surface, eh bien, les concentrations sont élevées, parce qu'il y a diffusion et échange de gaz à l'interface air-atmosphère, mais ensuite, dans l'océan lui-même, eh bien, l'oxygène va en fait chuter à cause de la reminéralisation de la matière organique continue pendant tout le trajet, justement de cette circulation thermohaline à grande échelle qui met plus d'un millier d'années entre l'Atlantique et le Pacifique. Donc quand on regarde l'Atlantique, par exemple, on voit un maximum de concentration qui correspond à ce qu'on appelle l'eau profonde nord-atlantique, ici, qui coule vers le sud et qui correspond finalement à la branche inférieure de l'AMOC. Et dans le Pacifique, eh bien c'est le contraire. Les masses d'eau vont plutôt diminuer en oxygène vers le nord avec le transport, et pour atteindre des minima très importants qui sont ici résumés en jaune. Alors on voit aussi d'autres masses d'eau. Il y a des masses d'eau qui plongent dans la zone australe vers 50 sud, ce qu'on appelle les eaux intermédiaires, qui vont ensuite être transportées vers le nord et qui sont des zones qui sont aussi très concentrées. Ici, elles existent à la fois pour l'Atlantique, pour l'océan Indien, pour l'océan Pacifique, et elles vont s'écouler vers entre 500 et 1000 mètres de profondeur et amener de l'oxygène vers le nord. Mais globalement, la circulation thermohaline, elle, transporte de l'oxygène depuis l'Atlantique jusqu'au Pacifique avec une diminution continue pendant le trajet qui se superpose à cette reminéralisation permanente avec un flux de particules organiques depuis la surface. Alors c'est pour cela qu'en fait, il y a dans l'océan actuel, mondial, des zones qui sont déficitaires en oxygène, ce qu'on appelle des OMZ, zones de minimum en oxygène, avec ici, ce que je vous montre, c'est une cartographie en fait des teneurs en oxygène vers 400 mètres de profondeur. On pourrait faire ça à différentes profondeurs, mais qui vous montre en fait les contrastes, en particulier entre l'Atlantique et le Pacifique. Et donc on voit très bien l'effet de la circulation à grande échelle, mais on voit aussi que ces choses sont aussi localisées, et la localisation est liée justement à des maxima de productivité en surface du plancton et donc pluie de matière organique qui va être reminéralisée en profondeur. Alors c'est vrai notamment pour la zone de mousson, pour la mer d'Arabie, où il y a ce que l'on appelle un upwelling, une remontée d'eau profonde au large d'Oman et de pratiquement toute la zone nord de la mer d'Arabie, avec du plancton qui peut être mesuré à l'heure actuelle avec des outils satellites. La couleur de la mer permet de calculer des concentrations de la chlorophylle. Donc ici, ce qui est représenté, c'est en particulier pendant la période de mousson d'été, on voit que les vents, en fait, les vents de mousson génèrent en fait un upwelling, une remontée d'eau profonde qui a tendance à amener des nutriments en surface et à faire en sorte que le plancton soit content et puisse croître. Et donc, il y a tout un tas de phénomènes qui interviennent dans cette zone de la mer d'Arabie qui vont être en lien avec les fluctuations de la mousson, qui sont résumées en fait sur ce diagramme. On a d'une part, dans les sédiments, on va pouvoir étudier l'apport des fleuves à cause de ce phénomène de mousson, mais aussi on va pouvoir voir des fluctuations de cette productivité qui est complètement liée à l'upwelling de mousson et qui va générer du carbone organique. Donc plus on aura de carbone organique, plus la mousson va être importante, plus l'upwelling de mousson apportera des nutriments, plus le stock de carbone organique sera important. Et de même, en profondeur, on va avoir, si le stock de matière organique est très important, des phénomènes qui vont intervenir et qui vont se superposer justement au problème de concentration de l'oxygène en profondeur qui est lié à la circulation profonde et intermédiaire. Alors nous avons, pour compléter un peu le propos, je vais vous montrer en fait juste un exemple en fait, de ce que nous faisons sur des sédiments, de ce qu'on peut faire sur des sédiments. Donc je pourrais vous montrer, vous parler de paléosalinité de surface, mais là c'est plutôt quelque chose qui est intégré sur la colonne d'eau parce qu'il y a des caractéristiques importantes. On a travaillé essentiellement sur une carotte à haute résolution qui est située dans le cœur de la zone de minimum d'oxygène de la mer d'Arabie, vers 850 mètres de profondeur. C'est une section qui est laminée avec un taux de sédimentation qui est colossal pour des sédiments pélagiques. Donc on a vraiment une résolution importante. Et on travaille avec des outils qui nous permettent d'avoir une très bonne résolution. Alors tout calcul fait, ici je vous montre des enregistrements, quelques exemples d'enregistrements comparés. Ici c'est un enregistrement directement de la teneur en fer avec des mesures de scanner tous les 5 mm. Donc là on a une résolution décennale. Dans ces carottages, exprimés ici, tout est exprimé en années avant le présent, et en comparaison, vous avez les fluctuations avec une datation indépendante de la carotte
des stalagmites en fait, de Hulu Cave, où l'on retrouve que pratiquement toutes ces fluctuations d'apport en fer dans le sédiment du Pakistan en fait, sont complètement liées à la mousson. On retrouve tous les événements, tous les interstades de Dansgaard-Oeschger, on retrouve aussi tous les, même les petits, même ceux qui n'avaient pas été numérotés par Willy Dansgaard à l'époque. On retrouve aussi et surtout le fait qu'on a des effondrements de la mousson qui sont très caractéristiques pendant les stades de Heinrich, pratiquement pour tous, comme vous pouvez le voir. Alors c'est quelque chose, ici on a une transition qui est à couper au couteau sur ce diagramme, qui est la transition entre le dernier événement, donc l'événement de Heinrich I, et cet événement de Dansgaard-Oeschger numéro 1, ou le Bölling-Adreude. Et donc il est intéressant de regarder cette transition avec une résolution plus importante. Donc là on a travaillé avec d'autres outils, de la microscopie XRF à très haute résolution, qui permet d'avoir une résolution de l'ordre de 100 microns. Pour le faire, c'est ce que nous avons fait. Donc les données de scanner XRF classiques sont les données avec des carrés, et les données grises là montrent en fait une résolution qui maintenant est de l'ordre du mois dans ces sédiments. Et ce que l'on peut voir en fait, c'est que cette transition qui est à couper au couteau quand on la regarde à l'échelle de 50 000 ans, eh bien, elle correspond à des fluctuations qui sont assez erratiques. On passe, alors suivant ce que l'on veut regarder, on peut dire que le changement en fait, se passe essentiellement entre ce plateau et ce plateau de teneur en fer, et donc le changement a lieu en à peu près un siècle, ce qui est probablement plus long en fait, que ce que l'on peut voir dans les carottes de glace. Mais on a une résolution qui permet de le faire dans ces sédiments. On peut même imager les teneurs en fer de façon détaillée pour comprendre d'où viennent ces fluctuations et même ces transitoires, ces instabilités pendant la transition. Alors, je vois que l'heure tourne et que je parle toujours trop, mais je voulais vous parler d'un autre traceur qui est aussi très impressionnant dans ces corrélations nord-sud hydrologiques et de mousson. Je vous ai dit qu'on a dans cette zone de mousson une dégradation, une formation supplémentaire liée à l'upwelling et à la teneur en nutriments qui va donc générer beaucoup de carbone organique, qu'on peut simplifier avec une stoichiométrie générale qui est représentée ici, avec du carbone, de l'azote, du phosphore. Et ces particules vont, en fait, de matière organique vont s'oxyder dans la colonne d'eau. Ce sont des bactéries aérobies qui vont le faire, et pour les transformer, pour reminéraliser l'azote ammoniaque en nitrate, etc. Alors tout se passe bien quand il y a encore de l'oxygène, mais lorsqu'il n'y a plus d'oxygène, en profondeur en particulier, dans la zone de minimum en oxygène, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dégradation de la matière organique qui est réalisée par d'autres bactéries, des bactéries anaérobies, avec une dégradation sans oxygène qui va consommer en fait les nitrates, qui va les dégrader et les transformer jusqu'à former de l'azote. Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est que pendant ces processus, eh bien, les bactéries anaérobies consomment plutôt l'azote avec un excès d'azote 14 par rapport à l'azote 15, et donc le nitrate résiduel dans la colonne d'eau, il va avoir une couleur isotopique, un rapport isotopique qui va être différent, qui va être supérieur. Alors, dans le détail, les choses sont encore plus compliquées, parce que en fait, il y a à la fois des événements, ici il s'agit d'un résumé de ce qui se passe dans l'océan pour le cycle de l'azote. Alors il faut considérer les différents états d'oxydation entre les nitrates, l'ammoniac, etc., l'assimilation des nitrates par la biologie, et d'autres processus, en particulier cette dénitrification qui va former de l'azote au final, mais aussi un gaz transitoire, le N2O, l'oxyde nitreux ou protoxyde d'azote ou gaz hilarant, à la fois, surtout en profondeur, et ce gaz N2O, en fait, il va pouvoir rediffuser dans l'atmosphère. Et donc les sources, les zones de minimum d'oxygène sont des sources de N2O à l'atmosphère. Alors il y a d'autres sources de N2O dans la colonne d'eau, aussi en surface, avec d'autres phénomènes, mais essentiellement on a ce phénomène de production de N2O dans cette voie de dénitrification. Alors tout calcul fait, voilà ce que l'on trouve. En fait, on a pu étudier dans ces sédiments le delta N15 en fait, des sédiments
dans les sédiments de la marge du Pakistan pour retrouver tous les événements de Dansgaard-Oeschger avec des maxima qui correspondent tout à fait à la cyclicité que l'on voit au Groenland dans les phénomènes de mousson dans la grotte de Oulu, et aussi, surtout, avec le N2O, les mesures de N2O dans les glaces polaires. Alors ici, il s'agit d'une courbe qui est lissée, qui est une courbe compilée de plusieurs sites, mais on voit très clairement une corrélation entre des données qui ont des datations tout à fait indépendantes. Donc alors il est très probable en fait que cet OMZ, l'OMZ de la marge, enfin de la marge pakistanaise de la mer d'Arabie a été une source. Alors c'est pas la seule source, il y avait aussi des sources continentales de N2O, mais elle a pu contribuer justement à ces fluctuations atmosphériques de ce gaz qui est aussi un gaz à effet de serre avec le méthane et le gaz carbonique. Alors un dernier point que je voulais mentionner, toujours pour cette OMZ, c'est que je vous ai dit qu'en fait, lors de la dégradation de la matière organique, il y avait reminéralisation, il y a reminéralisation de CO2, et donc le pH, l'agressivité, la teneur en CO2 total augmente de façon très importante dans la zone de minimum d'oxygène. Et ça, on le voit aujourd'hui. Ici, où il s'agit de ce que j'ai représenté ici, ce sont différents profils en fonction de la profondeur pour différents sites de la mer d'Arabie, à la fois avec l'oxygène, pH et un autre indicateur, un indicateur de stabilité des carbonates, en particulier un carbonate qui s'appelle l'aragonite, qui est relativement sensible aux conditions de pH. Et globalement, donc, on voit que lorsqu'il y a effondrement dans la zone d'OMZ de l'oxygène qui va jusqu'à 0, ici on peut prendre la courbe rouge, donc il s'agit ici de mesures dans la colonne d'eau, donc c'est un site particulier où on a pu faire des mesures en fonction de la profondeur, donc la zone d'OMZ se situe ici entre 200 mètres et pratiquement 1 km de profondeur, notre site là il est à 800 mètres, et on a des pH qui peuvent être alors ils ne sont pas acides, ils sont moins basiques que la surface, en particulier qui est ici à 8. Donc on voit une chute drastique donc des pH dans cette zone d'OMZ, ce qui a pour conséquence en fait, de déstabiliser les carbonates ou d'interdire en fait, leur présence, en particulier de l'aragonite. À partir de 500 mètres de profondeur, cet indicateur oméga, c'est en fait l'indicateur de saturation de l'aragonite, on est en sous-saturation et donc l'aragonite est instable et ne peut pas se préserver, alors que justement, de façon tout à fait systématique, dans les sédiments, eh bien, on a préservation d'aiguilles d'aragonite pendant l'événement de H1 et tous les autres événements de Heinrich. Donc là, je montre quelques photos justement de ce que nous avions pu réaliser dans ces mêmes sédiments avec présence particulière. Alors on a étudié de façon assez fine les carbonates dans cette carotte. Juste une vue finale pour vous montrer les choses. Ici, on a préservation, c'est juste une représentation à la fois du carbonate de calcium, de la teneur en matière organique, avec les fluctuations qui sont liées à l'upwelling de mousson du carbone organique qui représente et qui montre en fait que tous les événements de Dansgaard-Oeschger sont présents, et on voit une image miroir en fait de ces événements dans la préservation de carbonate de calcium de façon très très fine, avec tous les événements, même à la fois les événements de Heinrich, mais tous les stades aussi. Les stades de Dansgaard-Oeschger sont aussi représentés par des maxima de la préservation en carbonate de calcium de façon tout à fait nette, complètement anticorrélée avec ce que l'on voit pour la production et pour les fluctuations de mousson. On peut regarder aussi les problèmes de mode, de changement de mode de ce fonctionnement de l'OMZ en représentant les données uniquement sous la forme d'histogrammes. Ici, vous avez un histogramme qui représente les teneurs en carbonate de calcium dans cette carotte, où l'on peut distinguer un mode Heinrich, un mode des stades de Dansgaard-Oeschger, un mode des interstades de Dansgaard-Oeschger, un mode pour les interglaciaires, et on peut faire de même pour le fer, pour voir justement que le système peut basculer d'un mode à un autre. Alors, je vois que l'heure tourne et que je suis trop bavard, mais je vais quand même terminer en vous montrant, de façon très simplifiée, les quelques modélisations que nous avions envisagées à l'époque et qui ont été ensuite complétées. Tout à fait au départ, lorsqu'on avait étudié une partie de cette carotte, on continue en fait à ajouter des données avec des nouvelles techniques. On avait utilisé un modèle très simplifié, un modèle 2D, qui était piloté à l'époque par Olivier Marchal à l'Université de Berne, en collaboration avec Thomas Stocker. Et dans ce modèle, il est possible d'étudier justement ces effondrements de la circulation thermohaline en imposant, en mettant de l'eau douce, en arrosant en Atlantique Nord, et en regardant ce qui se passe
pour cette circulation profonde, donc sans aucune surprise, lorsqu'on met de l'eau douce, eh bien, on a tendance à changer cette circulation thermohaline qui variait de 24 sphères drop jusqu'à 3 sphères drop, donc on a un effondrement, mais ça a un impact en fait sur la circulation intermédiaire des masses d'eau dans l'océan Indien en particulier, mais pas partout en fait, en Atlantique et dans le Pacifique. Ici, ce qui est représenté sur ce diagramme, ce sont des zooms en fait sur la partie de l'océan Indien entre 0 et 2 km de profondeur, 60 sud, 20 nord. Ce qui est représenté, en fait, c'est pour l'actuel, pour la modélisation de la circulation normale, ce sont les pourcentages, en fait, de masse d'eau qui viennent du sud, en fait. Donc, on retrouve très clairement ici ce qu'on appelle l'eau intermédiaire qui plonge vers 50, 60 sud et qui vient ensuite couler vers 1 km de profondeur. Et ce que l'on voit lorsque l'on est dans la situation d'effondrement de la circulation thermohaline, c'est qu'il y a une augmentation du pourcentage d'eau antarctique intermédiaire très nette dans toute cette zone de l'océan Indien. Le modèle 2D à l'époque permettait déjà en fait de faire des simulations de l'oxygène, donc c'est ce que nous avions regardé. Ici c'est la situation de contrôle, donc on a beaucoup d'oxygène au sud parce qu'il fait froid et le transport de l'eau intermédiaire permet d'avoir de l'oxygène et on a cette zone de minimum en oxygène qui est relativement bien simulée par le modèle et la conséquence d'un effondrement est simulée ici. Donc on a une augmentation uniquement avec ce phénomène d'augmentation, de diminution en fait de l'AMOC, de la circulation thermohaline à l'échelle globale. On a une intensification en fait des eaux intermédiaires qui vient se superposer aux fluctuations de la productivité de surface de mousson. Les deux phénomènes vont se compléter les uns aux autres pour expliquer les changements de ce que l'on voit en fait au niveau de l'OMZ. Alors il y a d'autres modèles qui ont été utilisés, tridimensionnels. Juste pour mémoire, un exemple qui a confirmé en fait ce que nous avions fait avec le modèle 2D et qui montre en fait qu'il y a effectivement, c'est un modèle canadien qui a été piloté ici par Andreas Schmittner, avec une concentration de contrôle pour l'océan actuel qui est représenté ici, donc qui représente les zones de minimum en oxygène pour une certaine profondeur qui correspond à 800 mètres, et la circulation avec un modèle sans circulation thermohaline, de façon arbitraire, réalisée en arrosant dans le nord de l'Atlantique, et on voit très clairement qu'il y a une grosse différence entre les deux, et essentiellement une augmentation de l'oxygène dans cette zone intermédiaire. Donc on a vraiment une cohérence de tous les indicateurs pour ces bascules bipolaires à la fois thermiques, hydrologiques, à la fois en surface, avec des phénomènes en profondeur qui peuvent être complexes parce que la situation océanographique, il faut tenir compte des changements atmosphériques et des changements océanographiques. Alors, comme j'ai trop parlé, je vais vous laisser avec quelques conclusions qui sont, je dirais, préliminaires, parce que nous allons beaucoup rediscuter de tous ces aspects. Mais en particulier, je voulais souligner le point qu'il est important justement de prendre en compte de façon simultanée en fait, les enregistrements continentaux et océaniques, et qu'il faut aussi faire... il y a beaucoup de progrès encore à faire, c'est ça qui est peut-être un point positif. Il y a encore beaucoup de mystères en fait, dans la complexité de ces événements abrupts, de ces bifurcations du système climatique, mais qui intéressent à la fois l'hydrologie et les différentes zones géographiques, pas seulement les pôles, mais aussi toute la zone intertropicale avec cette bascule hydrologique. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous allons passer donc à d'autres orateurs qui viendront compléter, critiquer et nous donner leur vue sur bien d'autres aspects, en particulier pour la modélisation. Je vous remercie de votre attention.